C'est le débat de Canal 22. Chers Algériens et Algériennes, bienvenue sur Canal 22. Aujourd'hui, il sera question de liberté d'expression en Algérie. L'épisode du jour se penchera sur plusieurs volets. C'est l'occasion de revenir sur les détenus d'opinion. Rappelons qu'au tribunal de l'Arba'a, à la wilaya de Blida, le verdict est tombé aujourd'hui 14 juillet. Relax pour Abdenouraïd Saïd, Zahra Saïd, Iman Abdelli, Sadiq Louil, Mustafa Guira, Yasser Bibah, Mohamed Tajadid et Mohamed Bouagar. Condamnation à 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars à l'encontre de Dekdouk Abdeljalil, Smaïl Agoun, Adel Hama, et pour sa part, Abdel Jabbar Ben Nouna a été condamné à 1 an de prison ferme assorti d'une amende de 200 000 dinars. Nos confrères du quotidien Al-Watan font partie de l'ordre du jour. Les employés sont en grève de 2 jours parce qu'ils n'ont pas été payés depuis plus de 4 mois. Les actionnaires ont lancé un appel à l'intervention des autorités. Ils réclament le déblocage de la situation conformément aux décisions gouvernementales visant à accompagner les entreprises en difficulté du fait de l'impact de la Covid-19. J'ai le plaisir de débattre de ce sujet avec Majid Makedi, journaliste d'El Watan, Nassim Yassa et Azwa Choumrouk, tous deux militants politiques. Ils vont nous rejoindre après. Mais nous commençons l'épisode avec le PDG d'El Watan, Taher Messaoudi. Taher Messaoudi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté, je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui, merci d'avoir accepté de participer avec nous. Les actionnaires, vous expliquez que le retard de paiement des salaires est imputable au blocage des comptes bancaires de l'entreprise depuis le mois de mars dernier en raison d'un consensus qui vous oppose à l'administration fiscale. Des explications ? Écoutez, nous avons commencé à avoir des déboires avec l'administration fiscale. C'est un peu compliqué parce que c'est par rapport au G50, etc., qui était différé c'était le président de la République qui a permis ce différé, et à cause de la pandémie, bien sûr. Et voilà, et quand il s'agit de payer, nous avions demandé un échéancier de paiement qui nous a été refusé. À chaque fois, on demandait l'échéancier de paiement, comme tout le monde, comme toutes les entreprises, en difficulté, impossible d'avoir. Et voilà, et dès on était en même temps frappé d'une vérification approfondie des comptes de la société, une vérification approfondie des comptes de la société et des comptes des membres fondateurs. Tous les membres fondateurs ont été mis sous contrôle fiscal, comme si on était de vulgaires voleurs. C'est-à-dire tous les voleurs auparavant qui sont aujourd'hui en prison n'ont jamais subi ce genre de contrôle, pour vous dire. Vous n'avez jamais subi ce genre de contrôle, donc on l'appelle, est-ce qu'on peut parler d'un redressement fiscal? Quel est l'objectif selon vous derrière ça? Écoutez, c'est certainement pour faire mal à la société. Nous avons déjà subi au niveau de l'Ouatan en tant que société. On a subi 2 vérifications avec à chaque fois 2 redressements. Et finalité, c'est la société qui a été pénalisée. Mais malgré cela, on a tenu bon. Mais cette fois-ci, le pouvoir utilise de gros moyens pour faire taire définitivement ce journal. Voilà, pour le faire carrément disparaître. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est ça la volonté presque affichée des pouvoirs publics. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi un titre qui est leader en plus au niveau du tirage. Vous savez que nous sommes le premier tirage national. Mieux que la presse arabophone. Oui. Écoutez, vous avez répondu à ma question concernant les objectifs. Est-ce qu'il y a une réelle politique de fermer le journal définitivement et vous venez de dire que oui. Est-ce que le journal est tellement asphyxié qu'il ne peut pas payer les salaires des journalistes, monsieur Taher Messaoudi? C'est-à-dire tout l'argent que nous recevons dans nos comptes, c'est un argent bloqué automatiquement. Il a été bloqué par les impôts, ce qu'on appelle un ATD. Ils ont lancé un ATD où ils ont carrément bloqué les salaires.
on peut, avec ce qu'il y a comme argent dans les comptes actuellement, on peut payer facilement 2 ou 3 salaires. 2 ou 3 Mais salaires pour chaque employé ou... non, oui, pour chaque employé, bien sûr. D'accord, donc vous avez une marge de 2 3 mois? C'est ça, on peut facilement les payer. Mais, mais le blocage des comptes ne le permet pas, voilà, tout simplement. Et donc, autre action, à part les démarches pour l'établissement d'un échéancier de paiement des dettes, est-ce que vous prévoyez une autre action pour au moins débloquer cette situation, la crise, et permettre surtout aux employés de revenir travailler et qu'on puisse voir le journal se vendre en Algérie? On a essayé par tous les moyens, par exemple, pour avoir de l'argent frais avec la vente de certains biens immobiliers. Mhm. Eh bien, figurez-vous qu'on n'arrive pas à vendre ces biens, c'est curieux, c'est un peu bizarre. Dès qu'il y a un vendeur qui se déclare, Mhm. quelques semaines après, il disparaît. Donc, vous pensez qu'il y a un embargo? Je ne sais pas, je constate. Quand je constate qu'il y a comme ça quelque chose de pas normal, en tant qu'enclus comme ça, avec un investisseur potentiel, etc. Et puis il ne revient plus. Et ça, c'est un peu bizarre. C'est ce que je me dis. Pour l'instant, j'ai pas de preuves, j'ai rien. Je dis ça comme ça. On commence à devenir parano, c'est vrai, quelque part. Mais il y a tellement de coups qu'on reçoit qu'on n'arrive plus à... Monsieur, Monsieur Tahar Msaoudi, est-ce que la construction du nouveau siège de l'Ouatan et le début des déboires contre les débuts des déboires contre votre journal? Oui, ça a commencé avec le clan de Saïd Bouteflika, le frère du président. Dès qu'il nous a vu monter le siège, il a commencé déjà à nous donner des petites piques comme ça, et puis il est passé à l'action en faisant pression sur les sociétés privées pour ne pas nous donner de la pub. Et il a réussi, y compris certaines sociétés françaises. C'est Mhm. les autorités procèdent toujours et essayent toujours les mêmes manières. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes pressé. Je vais vous libérer, Monsieur Tahar Msaoudi. Merci Merci de beaucoup, votre merci. franchise. Et nous espérons tous que la situation du journal, j'espère qu'elle sera réglée dans les plus brefs délais. Nous enchaînons avec un journaliste d'El Watan. J'espère qu'il est en ligne. Majid Mekidi qui nous rejoint, qui va représenter en tout cas les grévistes et les employés d'El Watan qui sont en grève depuis 2 jours, qui sont en grève de 2 jours pour réclamer le paiement de leur salaire. Il est en ligne. Bonjour Majid. Bonjour, bonsoir. Bonsoir plutôt. Merci d'avoir accepté de participer avec nous. Vous n'avez pas été payé depuis 4 mois. Pourquoi vous avez attendu toute cette période? Est-ce qu'il y a eu, pour observer une grève bien entendu, est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été menées entre-temps? Voilà, donc effectivement, depuis bientôt 5 mois qu'on n'a pas été payé, l'entreprise était en difficulté en raison des blocages de ses comptes bancaires à cause d'une dette auprès du fisc et une autre dette auprès de la banque qui domicilie les comptes de l'entreprise. Donc nous, en tant que syndicat, et le collectif des travailleurs de l'Ouatan, on n'a pas voulu précipiter les choses, on a
il y a des procédures à suivre, donc il fallait engager une sorte de dialogue avec la direction. C'est ce qu'on a fait depuis le mois de mars dernier. Donc, on a eu plusieurs séances de travail avec la direction, avec l'entreprise pour essayer d'examiner la situation, comment ça allait évoluer, etc. Donc, la direction, au début, n'a pas, il a entretenu un espoir, c'est-à-dire en disant qu'à la fin du mois, ça va se régler à la fin du mois de mars, puis à la fin du mois d'avril, à la fin du mois de mai. Au mois de juin, on s'est dit que c'est bon, c'est-à-dire on pouvait plus attendre plus. Donc, on s'est réunis en assemblée générale à la fin du mois de juin. On a fait un préavis de grève que normalement dans la loi c'est 8 jours. Nous, on a fait un préavis de 12 jours. On a attendu quand même 12 jours, Majid Makedi. Voilà, oui, 12 jours, c'est 12 jours. Donc on a essayé, on attendait une réaction de la direction de l'entreprise et finalement il s'est avoué et s'est dit incapable de trouver une solution dans les médias. On nous demandait d'attendre encore plus, ce qu'on a refusé et c'est pour ça qu'on a entamé cette action qui a commencé le mois en mardi dernier. Donc, on a fait 2 jours de grève pour la première semaine et c'est une grève progressive. Donc, pour la semaine prochaine, ça va être 3 jours de grève s'il n'y a toujours pas de solution. Et on va passer ensuite à 4 jours pour aller à la fin, vers une grève ouverte et limitée. Monsieur Majid Makedi, on parle quand même de 3 mois, 4 mois non payés socialement. Comment les journalistes, vos confrères, vos collègues vivent et vous-même, comment vous vivez cette situation, sachant que pour la plupart, c'est des pères de famille? Absolument, c'est difficile de supporter cette situation. Les gens, beaucoup de mes collègues de travail étaient dans l'obligation de s'endetter, d'aller voir les proches pour avoir quelques sous pour pouvoir un tant soit peu subvenir aux besoins de leur famille. Mais c'est une situation effectivement très difficile. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait suivre le processus de dialogue avec la direction. Et il fallait respecter aussi, parce que même c'est engager une grève sans procéder d'abord par le dialogue, on va tomber dans l'illégalité. La loi nous oblige à faire cette procédure de dialogue avec l'entreprise. C'est pour ça qu'on a attendu tout ce temps. Dernière question, Majid Makedi. Puisque les actionnaires parlent d'un redressement fiscal, parlent d'un embargo contre le journal El Watan, est-ce que vous, même si vous observez une grève, est-ce que vous pensez que même la direction d'El Watan est victime de ce blocage? Oui, vous savez, il y a toujours dans le système politique algérien ne veut pas d'une presse bien sûr libre ou indépendante. C'est un fait, on le sait, on le connaît. La direction dit qu'aujourd'hui le fisc nous demandait il a fait un redressement fiscal à l'entreprise. Il demandait un paiement d'un retard. Vous savez, pendant la période de Covid, il y a eu une mesure qui a été mal comprise de la part de la direction d'El Watan, selon laquelle l'entreprise était en quelque sorte exempte de paiement pendant un certain temps. Donc, mais ça reste une dette. Mais il y a une partie de ce que réclamait le fisc qui devait être payé même avec cette mesure-là. La direction n'a pas, je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas rendu compte de cette situation. Ensuite, il y a eu effectivement une dette auprès de la banque CPA
parce que le journal a construit un siège à Alger qui a coûté beaucoup d'argent. Il a fallu contracter un crédit auprès de la CPA. Donc, Makedi, Monsieur Majid, vous pensez que la construction du siège était une mauvaise idée? Du nouveau siège, pardon? Non, c'est pas ça. C'est que peut-être il fallait procéder autrement, il fallait aller doucement, ne pas alourdir le journal avec des dettes colossales difficiles à honorer. Il y a aussi un autre volet que je voulais évoquer, c'est que le journal est privé effectivement de publicité depuis des années. Donc, c'est pendant une certaine période des années 2000, il y avait la publicité privée qui venait, c'était beaucoup, le journal a engrangé beaucoup d'argent, mais depuis 2014, la manne financière, la manne publicitaire privée s'est arrêtée et l'ANEP, qui est un levier politique entre les mains du pouvoir, ne donne pas de publicité au journal. Donc, il s'est retrouvé dans une situation vraiment de tarissement des ressources financières. Mais pour ce cas, le cas actuel, le non-paiement des salaires de journal, c'est la première fois que ça arrive. C'est pour la première fois depuis que je suis à Al-Watan en 2005 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que ça arrive que le journal ne paye pas ses employés pendant un certain nombre de mois. Ce qu'on a demandé en tant que syndicat, c'est que ces actionnaires-là pouvaient aller chercher de l'argent frais pour débloquer d'abord les comptes du journal et pouvoir ensuite agir pour redresser la situation financière de l'entreprise. Majid Makedi, donc finalement vous pensez que le pouvoir en place veut fermer le journal El-Watan et le redressement fiscal n'est qu'un prétexte? Absolument. Le pouvoir politique, le pouvoir actuel, je pense qu'il ne veut pas de presse libre, il ne veut pas de temps libre dans la corporation de la presse. Et on le voit depuis 2000, notamment depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de journaux sont rentrés dans l'ordre, beaucoup de titres qui avaient un temps quand même libre ont été contraints de faire l'impasse sur toutes les voix discordantes, de passer sous silence beaucoup d'incohérences dans la politique du pouvoir. C'est vrai, donc aujourd'hui, on ne veut pas d'une presse qui informe librement en Algérie. Merci beaucoup Majid Makedi, vous êtes journaliste d'El-Watan, je vous souhaite bon courage pour votre combat et pour votre travail. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Avant de passer à Nassim Yassa et mon invité Azwa Ouchmrouk, tous deux militants politiques, rappelant les informations et l'essentiel de l'actualité de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Canal 22. Détenu d'opinion au tribunal de l'Arba'a à la wilaya de Blida, le verdict est tombé aujourd'hui le 14 juillet. Relax pour Abdelnouraïd Saïd, Zahra Saïd, Iman Abdelli, Sadaq Louil, Mustafa Guira, Yasser Rubibah, Mohamed Tajadit et Mohamed Bougar. Et condamnation à 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars à l'encontre de Dekdouk Abdel Jalil, Smaïl Agoun, Adel Hama. Pour sa part, Abdel Jabbar Bennouna a été condamné à 1 an de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 dinars. Rappelons que le procureur près du tribunal de l'Arba'a avait requis 5 ans de prison ferme à l'encontre des étudiants Abdelnouraïd Saïd, Zahra Saïd, Iman Abdelli, Abdel Jalil Dekdouk et à l'encontre de Mohamed Tajadit, Abdel Jabbar Bennouna, Adel Hamma, de Smaïl Agoun, de Sadaq Louil, de Mustafa Guira, de Yasser Rubibah et de Mohamed Bougar. Abdelnouraïd Saïd a été arrêté aux abords du tribunal à la fin de l'audience et il a été relâché par la suite.
Écoutons le commentaire de Maître Abdelghani Badi sur la question. أحد المعتقلين هو بوتاش محمد الطاهر من ولاية قسنطينة، معتقل منذ أكثر من سنة. وزنه لا يتجاوز 50 كيلو. صدقني بأنه هزيل إلى درجة لا يمكن أن تتصور. حتى قال يتكلم يحكي لي الهادي العسولي لأنه خرج قبله، جابوا لي الهادي العسولي قبل، قال لي حتى طاهر بوتاش الدم كي يحبوا ينحيوا له باش يديروا له ليزاناليز ما كانش الدم، ما قدروش يخرجوا له الدم من مكان مخصص لسحب عينات الدم، حتى خرجوه له من بين يعني فوق الاصابع نتاعو، يعني تقريبا ولا جلد كامل. الانسان انسان ضعف والسكر نتاعو يهبط الى اقل من 0.45 في حالة كارثية. قلت له يا الطاهر لماذا تستمر في هذا الإضراب؟ قال لي أنا ما عنديش وسائل، ورانا طالع لي الحالة هنا والمسألة راي فيها ظلم كبير. Le journal El Watan est confronté à des difficultés financières. Le quotidien n'a pas paru hier, mercredi en Algérie. Les employés sont en grève de 2 jours. Ils n'ont pas été payés depuis plus de 4 mois. Du côté des propriétaires, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont lancé un appel à l'intervention des autorités. Ils réclament le déblocage de la situation conformément aux décisions gouvernementales visant à accompagner les entreprises en difficulté du fait de l'impact de la Covid-19. Les actionnaires rappellent que le retard de paiement des salaires est imputable au blocage des comptes bancaires de l'entreprise depuis le mois de mars dernier en raison d'un contentieux l'opposant à l'administration fiscale. Une nouvelle ligne entre le port de Naples et le port d'Alger est lancée par la compagnie maritime nationale Algérie Ferry. Le premier voyage est prévu pour le 24 juillet 2022. Le défilé militaire du 5 juillet dernier à l'occasion du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance était un message à l'extérieur et aux ennemis de l'Algérie. Déclaration faite par Saleh Goudji, le président du Conseil de la Nation, qui est intervenu à la fin de la séance plénière du Sénat. Pour lui, la parade militaire est un message à l'extérieur et aux ennemis de l'Algérie qui a longtemps été désigné du doigt. Et en économie, les échanges commerciaux algéro-français ont progressé de 17%. Ils sont passés à 2,1 milliards d'euros au premier trimestre de l'année en cours. Cette hausse s'explique largement par l'augmentation en valeur des achats français d'Algérie, portant sur 1,3 milliard d'euros, une hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2021 selon les statistiques des douanes françaises, une publication bimestrielle du service économique régional d'Alger de la Direction générale du Trésor français. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Nous sommes de retour sur le plateau. Bienvenue à tous encore une fois. Avant de passer à Nassim Yassa, nous donnons la parole à Ilyes Djbeili, militant politique. Bonjour Ilyes. Bonjour, merci de votre invitation. Merci, ça fait plaisir d'être sur le canal 22. Merci, c'est gentil. Merci Ilyes. Avant de passer à la question et au volet qu'on a prévu pour cet épisode, c'est les détenus d'opinion, la liberté d'expression en Algérie. Et puisqu'on parle de liberté d'expression, votre commentaire sur l'affaire ou la crise d'El Watan, vous pensez qu'il ne s'agit pas d'un redressement fiscal? Au fait, donc, El Watan, c'est un magazine de langue française. Il est en train quotidien, El Watan. Pardon? Ilyes Djbeili, c'est un quotidien. C'est un quotidien, absolument. Pardon, oui. Merci de la correction. Donc, le quotidien El Watan, il subit la même pression qu'a subi le quotidien Liberté. Donc, au départ, il y a 150 employés, journalistes et salariés travaillant pour ce quotidien. Maintenant, ça fait 4 ou 5 mois, les salariés ne sont pas payés, en fait. Donc, on se pose la question, que s'est-il réellement passé? Est-ce que c'est un problème financier sur le plan économique pur, c'est-à-dire comme n'importe quel quotidien au monde qui subit une pression financière suite à la baisse de l'audimat ou suite à la baisse de la vente des journaux?
Mais moi, j'ai une autre lecture, une autre analyse. C'est que ce quotidien Al-Watan, qui emploie plus de 150 employés, au fait, c'est que la direction ne dit pas, c'est qu'il a subi un redressement fiscal. La direction ne le dit peut-être pas, mais en tout cas, Taher Messaoudi, le PDG du journal, le pense et l'a dit en direct, c'était au début de cet épisode, pense qu'il s'agit d'un redressement fiscal qui vise à la fermeture de ce média définitivement. Oui, tout à fait. Vous savez, madame, sur le plan économique pur, quand n'importe quelle entité financière, économique, quand elle subit, elle reçoit l'impact d'un redressement fiscal, elle ne peut pas prétendre à alimenter son trésor. Je veux dire, à la fois subir un redressement fiscal, ça veut dire de façon explicite qu'elle n'a pas été correcte sur le plan de l'exercice de ses fonctions sur le plan financier. Un redressement fiscal, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été déclaré en temps et en heure? Ça, je ne peux pas vous le dire. Un redressement fiscal, ça veut dire ils n'ont pas été à la hauteur de leur obligation fiscale. En matière de déclaration des employés Absolument, en matière de déclaration. Donc le problème, et puis peut-être ça profite au régime. Au régime, c'est la raison pour laquelle c'est que la direction, elle attend que le quotidien soit ravitaillé ou soit financé, que ses comptes soient alimentés par le trésor public. Mais la direction, elle n'a rien vu venir et ça impacte surtout les salariés qui n'ont pas été indemnisés ou payés durant 4 ou 5 mois. Donc, et c'est ça, on se pose la question, pourquoi s'agit-il d'un redressement fiscal? Qu'est-ce qui n'a pas été déclaré? Est-ce que le PDG, est-ce qu'il a dit toute la vérité? Est-ce que ce quotidien a subi le même sort identique que Liberté, dans le but de restreindre la liberté d'expression, sachant pertinemment que le quotidien Liberté, lui aussi, si ma mémoire est bonne, vous me corrigez si entre-temps je fais une erreur, que son PDG financier, M. Arbalak, il était en mesure, je veux dire, de sauver ce quotidien. Ça n'a pas été fait. Maintenant, j'ai l'impression... Excusez-moi de vous interrompre, même le PDG Taher Messaoudi explique qu'il peut verser au moins 3 mois de salaire pour ses employés. En tout cas, il parlait du montant actuel dans les comptes de l'entreprise, mais parce que ces comptes sont gelés, il ne peut pas payer. Et il pense que le problème commence par la construction du nouveau siège du quotidien. Après la construction, enfin, dans des États de droit, dans des États démocratiques, dans des États où tout est qui travaillent dans la transparence, la construction d'un siège, est-ce que le quotidien, son PDG, il a dû emprunter une ligne de crédit pour financer ce siège? Est-ce que vous savez très bien qu'en Algérie, il y a toujours la pression du régime qui est derrière? On vous finance, on accorde un prêt bancaire, une ligne budgétaire pour construire votre nouveau siège, peu importe où, à condition de restreindre la liberté d'expression ou à condition de suivre le tempo du régime. Vous savez très bien que l'Algérie, ce n'est pas un état de droit, je le dis avec des mots forts. Donc la liberté d'expression, elle est complètement anéantie et que tous les financements des quotidiens, ils sont soumis, je veux dire, à la bénédiction du régime. Et s'il y a aussi une autre information, est-ce que je pense qu'il n'y a pas des trucs publicitaires aussi via ce quotidien? Donc, par la NEP, est-ce qu'elle finance aussi, est-ce qu'il y a des publicités ou pas? Il y a plein de choses. Comment voulez-vous que si beaucoup de dépenses, s'il n'y a pas de recettes, forcément il y a un déséquilibre, et ben on est en cessation de paiement, tout simplement. Mais moi, je soupçonne aussi, je le dis sans populisme, il y a quelque part, il y a la main du régime
qui veut mettre la main sur un quotidien quand même qui de notoriété internationale, il faut le dire. Hein, voilà. Vous, en tant que Ilyas Jubaili, vous en tant que financier, vous ne pensez pas que c'est injuste de priver El Watan de la publicité ANEP? Il ne faut pas priver, vous savez, mais je pense, mais justement, de quoi c'est le cas aujourd'hui. Oui, mais oui, justement, il est privé. Mais pourquoi il est privé aussi? C'est parce que la ligne éditoriale du quotidien ne s'adapte pas à celle du régime. Il y a des pressions de part et d'autre, il y a des tiraillements. Et moi, je rends hommage à ce quotidien parce qu'il résiste et il résiste. Résister dans un océan du régime qui à chaque fois sème la patte pour l'anéantir. Oui, je comprends tout à fait. Mais parce que les recettes émanant des publicités, c'est très important pour allouer ou bien pour remplir les caisses du quotidien. Et vous savez, juste pour finir, madame, c'est que le pouvoir, le régime, il était prêt, le trésor public en tout cas, il était prêt à sauver ce quotidien. Pourquoi il ne veut pas le faire? Quand le PDG dit il reste de l'argent, mais néanmoins les comptes sont gelés pour 3 mois, mais c'est en perfusion. Non, c'est-à-dire si on veut vraiment assurer la durabilité des salaires minimums pour 1 an, il faut que les comptes ne soient pas gelés. Donc, il y a la main du régime qui est derrière, tout simplement. Parce que en Europe, dans des quotidiens qui se respectent, qui ont une certaine respectabilité, une certaine notoriété, on les sauve. Le Figaro, qui est un quotidien de droite, ou l'Humanité, qui est un quotidien d'extrême gauche, s'ils arrivent en cessation de paiement, vous croyez qu'ils ne seront pas sauvés? Si, ils seront sauvés, parce que ça fait partie... J'aimerais vous rappeler, M. Ilyas Jubaili, que des quotidiens qui ne dépassent pas, qui n'impriment pas plus de 3000 exemplaires bénéficient aujourd'hui de la publicité publique ANEP, de l'ANEP. Oui, tout à fait. Au fait, vous savez, on ne va pas les nommer. Il y a des quotidiens, je ne vais pas dire insignifiants, ce n'est pas le terme. Attention, moi, je suis très modéré quand j'essaie de parler avec modération et avec justesse du mot. Il y a des quotidiens qui sont, on ne va pas dire insignifiants, qui sont 10 fois de moins importants que le quotidien Al Watan. Ils bénéficient de la publicité, donc il y a des recettes qui rentrent. Al Watan, c'est le seul quotidien. Lui, le quotidien de rang, pour moi aussi, c'est des quotidiens quand même qui ont une certaine notoriété. Maintenant, après Liberté, Al Watan, et le prochain tour, ce sera pour qui aussi, voilà. Merci Ilyas Jubaili. Pour donner suite au sujet de la liberté d'expression, les détenus d'opinion acquittés aujourd'hui en tout cas ne sont pas concernés par la grâce présidentielle. Et après l'annonce de la grâce présidentielle de Abdelmadjid Tebboune qui visiblement concernait les détenus d'opinion, peu de détenus ont quitté les cellules. Est-ce que c'était de la poudre aux yeux ? Oui, madame, vous savez, moi, je l'ai toujours dit et j'insiste, c'est que le régime n'a pas de solution à proposer au peuple algérien. Le régime ne veut pas démocratiser la société algérienne, le pays en tout cas, l'Algérie. Donc, c'était la poudre aux yeux, la main tendue, c'était de la poudre aux yeux. Quand la main tendue à qui? Aux généraux et aux généraux-majors. La promotion, moi je ne suis pas contre la promotion. Quand tu sers ton pays, je ne suis pas, au contraire, la promotion pour ceux qui servent la patrie. Mais la main tendue, ça c'était de la poudre aux yeux. Tebboune, en tant que président illégitime, il n'a pas cessé de nous dire on va libérer, il y aura la libération des détenus. Il a annoncé la veille de l'Aïd. Alors pourquoi sous-entendre que même les détenus d'opinion sont concernés par la grâce présidentielle? Pourquoi Parce que, au fait, oui, en fait, ils sont concernés par la... Enfin, en principe, vous m'arrêtez, d'après ma propre lecture, d'après ce que j'ai lu, dans la Constitution, dans la Constitution algérienne, le président
ne peut pas gracier si les détenus n'ont pas été condamnés de façon définitive. Ceux qui sont en prison, ils sont tombés sur l'article 87 bis. C'est un article liberticide qui catalogue tout détenu d'opinion ou opposant politique de terroriste s'il tombe sur l'article 87 bis. Donc on a vu une grâce sans grâce, une parodie de grâce, juste des mots, c'est de la poudre aux yeux. Sur plus de 300 détenus d'opinion, il y avait 6 ou 7 qui ont été libérés. Aujourd'hui, j'ai suivi, il y a des détenus qui ont été libérés, mais il y a plus de 300 détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles de l'injustice et de l'arbitraire. Voilà, donc c'est toujours de la poudre aux yeux. J'ai l'impression c'est du chantage, en fait, parce que la revendication du Hirak au départ, c'est une revendication politique. Revendication politique pour changer le système de gouvernance de l'Algérie. Et du coup, maintenant, pardon. Vous parlez de chantage. Quels sont les objectifs à atteindre si chantage il y a? Oui, le chantage, au fait, pour moi, en tout cas, c'est mon analyse. Hein. Moi, ça m'engage que moi. Ça, c'est mon propre analyse. Il se pourrait que je me trompe, mais peut-être. J'essaie un petit peu, en tout cas, j'essaie d'actionner cette analyse. C'est un chantage, au fait, c'est pour détourner aussi l'attention du peuple algérien sur la revendication centrale qui est le changement de système de gouvernance. Parce qu'au départ, le Hirak, c'est pour le changement de système de gouvernance, c'est ça la revendication politique. Maintenant, comme on a les détenus d'opinion, qu'il faut libérer tous les détenus d'opinion, la question des détenus d'opinion, elle est devenue une question centrale au même titre que le changement de gouvernance. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le régime? En fait, il applique ce qu'on appelle le bâton et la carotte. Le bâton, c'est-à-dire je serre, j'emprisonne, et la carotte, je libère. Après, au prochain tour, au prochain ceci, il joue sur ça. C'est pour détourner l'attention principale qui est le changement de gouvernance, le changement de gouvernance dans ce pays depuis 62. Donc c'est une carte de chantage. Il l'utilise. Vous savez, vous ne pouvez pas dire je vais militer pour changer, pour établir un état de droit alors que vous avez vos propres compatriotes avec qui vous avez milité, des hirakistes, et qui militent aussi comme vous, qui se trouvent en prison. Donc, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, la question centrale des détenus d'opinion, elle est devenue au même titre que la libération, je veux dire, de l'Algérie sur le plan de la liberté. Voilà. Ilyes Djibaili, est-ce que vous pensez que le pouvoir veut mettre les détenus, par ses procédés en tout cas, veut mettre les détenus d'opinion sur la défensive ? Surtout. Vous savez, madame, le régime, il veut mettre fin au Hirak. C'est ça. Il faut savoir ce qu'on veut. Le régime, il veut mettre fin au Hirak. Il veut anéantir cette carte du Hirak. D'ailleurs, le président Tebboune, enfin, il est légitime, hein, peu importe, moi je le respecte, je lui dis monsieur Tebboune, hein, voilà, ce monsieur président est légitime. Et tout l'état-major, hein, attention, je fais la sémantique entre l'état-major, c'est-à-dire certains généraux, et l'armée nationale populaire. L'armée nationale populaire qui elle-même, qui instrumentalisée, c'est un outil qui est instrumentalisé par cet état-major. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'état-major et surtout, et Tebboune, ils veulent mettre fin au Hirak. Par quoi? Par les divisions et par les traumatismes et la peur. Vous savez, quand on vous fait peur, quand vous faites une publication, on vous met en prison, vous avez peur. Et quand le prolongement, quand vous êtes en prison plus qu'il faut, sans être jugé, c'est-à-dire en préventive, donc ça devient un traumatisme. Vous vous rendez compte des centaines de familles, la veille d'Al-Eid, je dis la veille d'Al-Eid, ils étaient accrochés à leur téléphone, attendre la libération de leurs enfants, de leur époux, de leur ceci. Aucune femme n'a été libérée, il faut le dire aussi. On parle aussi de familles qui attendaient depuis des jours devant les prisons, et non pas devant les téléphones, devant les prisons, qui attendaient et qui espéraient en tout cas de voir leurs proches libres.
Oui, absolument, vous avez parfaitement raison. Elles attendaient, oui, devant les prisons, des familles, des mères, des épouses, des grands-pères venus des quatre coins du pays, en face à la prison, sous un soleil de plomb, attendre le moindre message, le moindre SMS de l'avocat, du service pénitentiaire, la sortie, la libération de leurs enfants, de ces qui sont victimes de l'arbitraire et de l'injustice, il faut le dire. Donc voilà, donc on a affaire à un régime sans état d'âme qui perd complètement le contrôle, le sens de la réalité. Et voilà, il veut mettre fin au Hirak, mais il pourra jamais mettre fin au Hirak parce que c'est un peuple qui est en osmose, un peuple qui a compris que le jour est arrivé pour changer ce système de gouvernance de façon pacifique. Donc, quoi qu'il utilise tous les moyens, regardez, mais le peuple algérien, via le Hirak, il a donné une leçon d'ontologie de pacifisme au monde entier. On a vu des gens qui sont emprisonnés, des femmes qui sont emprisonnées, on leur a enlevé leurs enfants, on a vu des adolescents aussi qui sont passés par les prisons, on a vu des handicapés moteurs, apparemment aussi un hirakis dans une prison à Batna, qui a un handicap mental, enfin oui, tout à fait, qui a une défaillance sur le plan mental et qui est toujours en prison. Non, mais c'est-à-dire, j'ai entendu parler la dernière fois, on est comme la Corée du Nord. Je suis désolé, non, on n'est pas comme la Corée du Nord. On a dépassé la Corée du Nord. On a dépassé la Corée du Nord sur le plan inhumain, je veux dire, sur le plan de traitement de son propre peuple. On sait toujours pas ce qui se passe exactement, en tout cas en Corée du Nord. Ilyes Djubeili, est-ce que la diaspora algérienne pourrait jouer un rôle pour faire accélérer la libération des détenus d'opinion en Algérie? Si oui, quel est ce rôle? Vous savez, la question est très pertinente, elle est très très intéressante parce que au fait, les Algériens de l'intérieur et de l'extérieur et en dehors du territoire national, nous sommes un peuple, nous sommes un seul peuple et nous avons le même destin ensemble. Donc, sachant que nos compatriotes de l'intérieur, ils subissent la répression du matin au soir, ils subissent la restriction de toute liberté d'expression, de circulation, tout quasiment, il n'y a plus de liberté en Algérie. Le rôle de la diaspora, c'est de se remettre au travail. Moi-même, j'ai fait partie avec des compatriotes, avec des collectifs. On est parti à Genève. Nous avons revendiqué, parlé que les détenus d'opinion, pour solliciter, je veux dire, les instances internationales. Mais quand on sollicite les instances internationales, c'est pas la main étrangère. Mais chez l'ayad al-kharijiyya ou l'ayad je ne sais pas d'où, l'ayad al-sohyoniyya ou l'ayad ceci. Non, c'est pour responsabiliser ce régime, défendre ses responsabilités et dire et basta, maintenant il est temps de libérer. C'est de la diaspora de continuer son travail, c'est de mettre de côté les divisions, c'est de mettre de côté les divergences. L'important, c'est de construire un état de droit démocratique et de citoyenneté, et aussi la question centrale des détenus d'opinion. Nous ne pouvons pas militer, et quasiment nous avons plus de 300 détenus qui croupissent dans des conditions exécrables. Vous imaginez les prisons en Algérie? Moi, juste une question. Vous imaginez les prisons en Algérie? Ça doit être terrible pour quelqu'un, pour une publication, pour quelqu'un on prend le cas du détenu Hirakis El Hadi El Assouri. Il entame sa 3e grève de la faim. Ça fait 13 mois qu'il est en truc préventif. Il n'a même pas été jugé encore. 13 mois, 3e fois qu'il entame une grève de la faim. Sans compter des inconnus que je ne connais pas, peut-être. C'est incroyable. Oui. Ce régime-là, voilà, il faut qu'il comprenne que tôt ou tard, la raison reprendra son chemin. Oui, donc c'est à nous, enfin, quand je dis à nous, la diaspora, de se remettre au travail et de user de toutes ses forces et d'alerter toutes les instances internationales dans le cadre légal, dans le cadre de droit, pour libérer, pour faire pression sur ce régime, pour libérer. Vous savez, juste pour finir, madame, c'est que le régime, il a peur
des instances internationales, surtout les pressions émanant de la France, émanant des États-Unis, émanant d'autres pays très occidentaux. La preuve, il s'est pris le chou avec l'Espagne parce qu'elle pèse rien au niveau de l'Union européenne, mais est-ce qu'il s'est pris la tête avec la France quand le doyen du Rassemblement national, il a glorifié la colonisation française en Algérie? Vous voyez bien que le régime, au fait, il a peur. Il a peur. Pourquoi? Parce que tous ses intérêts financiers, tous ces intérêts financiers, tous ces conglomérats financiers se trouvent en France. Donc, c'est à nous, au fait, d'aller et d'alerter ces instances dans le cadre légal et dire que la question, elle reste quand même une question algéro-algérienne. Voilà. Une question algéro-algérienne, Ilyes Djubaili, vous avez mis en avant en tout cas le rôle de la diaspora algérienne pour donner écho aux voix des Algériens qui sont opprimés aujourd'hui. D'ailleurs, le RCD a pondu un communiqué qui dénonce des pratiques contre les Algériens qui rentrent, en tout cas contre la diaspora, ou tout Algérien qui rentre en Algérie après avoir séjourné en dehors du pays, des militants notamment du RCD. Aujourd'hui, même la diaspora et même les Algériens qui se trouvent à l'extérieur du pays ont peur de s'exprimer, ont peur de mener des actions, parce qu'ils risquent d'être privés de retourner dans leur pays. Et certains ne savent même pas s'ils sont poursuivis, Ilyes Djubaili. Oui, maintenant, en fait, vous savez, quand on milite pour le pays, on prend des risques. Si on calcule, est-ce qu'on est capable de calculer le taux de risque? Est-ce qu'on est dans le viseur? Est-ce que ceci, cela? Mais je veux dire, nous n'avons pas le choix. Parce qu'il y a l'intérêt de la nation, l'intérêt du pays qui prime surtout, c'est vrai. Je pense dans la vie, on doit faire des concessions. C'est des concessions certes douloureuses. Je comprends, il y a beaucoup de militants qui ne peuvent rentrer, se ressourcer chez eux dans la patrie, je veux dire en Algérie, leur patrie, la patrie de leurs parents, de leurs ancêtres. Ils risquent d'être arrêtés, malmenés à l'aéroport, voire emprisonnés. On a vu des cas. Mais maintenant, en fait, il faut savoir que l'intérêt de la nation passe au-dessus de tout. On n'a pas le choix, nous n'avons pas le choix, nous avons pris des risques. Oui, quand je dis nous, la diaspora, beaucoup de militants, ils ont pris le risque qui tente à rien dans la vie. Mais ça vaut le coup parce que il s'agit vraiment d'un pays aussi beau que l'Algérie depuis 62 quasiment, qui asphyxié, qui certes on a eu l'indépendance sur le plan territorial, mais sur le plan de la liberté, nous n'avons rien eu, on n'a rien eu, c'est que l'indépendance territoriale. Donc il faut continuer à se battre de façon pacifique. Voilà, les marches n'ont pas suffi. Peut-être il faut inventer d'autres formes de combat pacifique, de la désobéissance civile, de la grève générale. Il faut faire des passerelles entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut créer des congrès, des collectifs, il faut qu'ils travaillent ensemble. Il faut mettre des passerelles transversales pour avancer. La preuve, par exemple, nous, un grand collectif de la diaspora parisienne, nous avons organisé, qui était sous l'égide de l'ACDA, je le dis, j'en faisais partie, nous avons organisé un meeting de solidarité internationale, qui a duré tout un samedi à la Bourse de Paris, où on a invité des élus de gauche, d'extrême gauche, des gens écolos, des Français aussi, qui aiment l'Algérie. Voilà, qui sont venus pas pour entrer de façon outrancière dans la vie intérieure de l'Algérie, mais pour soutenir ces détenus, parce que ces détenus n'ont pas d'autre voie que nous finalement, ils n'ont rien. À l'intérieur, on voit que le Hirak, il commence à faiblir un petit peu, il y a certaines voix, mais c'est des voix timides. Mais c'est à nous, au fait, nous avons organisé ce meeting, ça s'est très très bien passé. Et puis voilà, il faut continuer dans ce sens. On essaie de faire de notre mieux, de notre possible, il ne faut pas lâcher. Donc, il ne faut rien lâcher, tout simplement. Il ne faut pas lâcher le combat. Ça va être dur. Un processus révolutionnaire prendra sur le long terme, jamais sur le court terme. Voilà, on cueillera, Inch'Allah, les fruits sur le long terme. Mais tôt ou tard, le peuple triomphera. Tôt ou tard, c'est comme ça.
Ilyes Jubaili, une dernière question, merci beaucoup, mais je profiterai pour poser une dernière question, je vous demanderai d'y répondre brièvement. Malgré l'ampleur des manifestations organisées par la diaspora algérienne, en France en tout cas, nous avons constaté qu'il y a eu un boycott de la part des médias, en tout cas ici. Qu'est-ce qui explique ce boycott, selon vous, Ilyes Jubaili? Est-ce Et vous savez, avec la partie algérienne? oui, en fait, il y a 2 poids, 2 mesures. Vous savez très bien, moi, je me rappelle, il y a 1 an et demi, rapidement, j'ai dit les médias français, France 24. D'ailleurs, j'étais invité une seule fois sur France 24 sur la question mémorielle entre la France et l'Algérie. Après, je n'ai plus été invité parce que, voilà, peut-être j'ai mis un peu les points sur les i, mais bon, bref, c'est pas la question. Je veux dire, certains médias, ils ont accordé plus d'importance à la Birmanie qu'à l'Algérie. Je dis, c'est pas possible, on est à 2 heures d'Alger et un peuple, 48 millions, avec un régime complètement qui est en train je veux dire, d'anéantir tout un peuple sur le plan de la liberté, sur le plan, il n'y a pas de démocratie. Et la Birmanie, moi je suis pour aussi la démocratie en Birmanie, et aussi, pourquoi on essaie un petit peu de montrer des images de la Birmanie qui était en ébullition, alors que l'Algérie, il n'y a rien, il n'y a aucun média qui s'est présenté, quelques médias je ne dis pas très insignifiants. Je pense que la question algérienne, au fil, c'est un tabou en France, il faut le dire ça. Oui, l'Algérie reste un tabou. C'est un poids lourd, oui, aux yeux des médias, parce que peut-être les médias français ne sont pas si libres que cela. Peut-être aussi, pourquoi? Parce que les officiels français, ils soutiennent le régime d'Alger, il faut le dire. Ils le soutiennent. D'ailleurs, M. Macron, il a dit que je suis prêt à aider M. Tebboune. On a vu un petit peu le déplacement de l'ex-ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, qui s'est déplacé plus d'une dizaine de fois. Il y a des coups de téléphone, il y a des messages entre eux, il y a ceci. C'est la raison pour laquelle on dit que voilà, il n'y a pas de vision dichotomique, parce que Macron, il disait avant, il y a une vision dichotomique du Hirak, il y a une partie du peuple qui approuve le Hirak et l'autre partie qui n'approuve pas le Hirak, disant qu'il faut donner de la chance aux réformes de Tebboune sur le long terme. Non, ça c'est faux, c'est juste la poudre aux yeux. C'est que les officiels français, en tout cas le gouvernement français, pas le peuple français, attention, je fais la nuance, pas le peuple français, je veux dire le gouvernement français soutient pleinement le régime d'Alger, la régence d'Alger ou le régime d'Alger, comme vous voulez. Donc c'est pour ça que ça rejaillit sur les médias, la marge de manœuvre, c'est rare. France 24, c'est rare. BFM, enfin sur pas mal de médias qui n'ont jamais évoqué le Hirak. Le Hirak, il a été évoqué les premiers temps c'est tout. Après, quasiment, c'est cause perdue, il n'y a rien, circuler, rien à voir. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle nous devrions compter sur nous-mêmes, tout simplement. C'est avec le temps, c'est comme ça. Ilyes Jubaili, merci. Vous êtes militant politique. Merci encore une fois d'avoir participé avec nous. Nous n'aurons pas le plaisir, malheureusement, d'avoir Nassim Yassa avec nous, ni Azoué. Je pense qu'on a trop tardé pour les contacter. Ce ne sera que partie remise. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé Canal 22, d'avoir regardé le débat. Merci à l'équipe technique pour ce travail. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode, une nouvelle thématique, mais toujours sur l'Algérie et par des Algériens surtout.